Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline aujourd'hui sur CNews et sur Europe 1. La France danse au bord du volcan, celui de la dette, abyssale, monstrueuse, mortelle. Mais nos politiques font semblant de ne rien voir et s'amusent à se faire peur. On menace de renverser un gouvernement qui tente d'éviter la faillite du navire français, mais on préfère jouer dans l'orchestre du Titanic alors que nous sommes en train de couler. J'apprécie les débats politiques, la chose politique, au sens noble du terme, celle qui nous parle de notre peuple, de la grandeur du pays, de sa souveraineté, de son avenir. Les Français aussi aiment la politique, même s'ils n'aiment plus aujourd'hui ceux qui l'incarnent, car ils les ont trahis trop souvent et depuis trop longtemps. Aujourd'hui, pourtant, la coupe est pleine, ras-le-bol des jeux partisans, assez du bal des égos et des calculs politiciens. Nous sommes à deux doigts du désastre et personne ne semble bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'un fantasme, mais d'un mur dans lequel nous fonçons en klaxonnant. Et ceux qui payeront le plus cher, comme toujours, ce seront les plus fragiles d'entre nous. Alors, je vous le dis franchement à vous, les politiques, reprenez-vous. Essayez de voir un peu plus loin que vos intérêts personnels, essayez de retrouver le sens de la nation, de l'intérêt général. Les Français ne vous pardonneront pas la prochaine erreur. La porte sera alors ouverte au chaos. On va en débattre ce soir dans Punchline. Il est 18h sur CNews et Europe 1. D'abord le rappel des titres de l'actualité. Michel Barnier annonce qu'il ne va pas augmenter les taxes sur l'électricité. Cette mesure était pourtant prévue dans le projet de budget 2025. Il répond sans doute à l'une des demandes de Marine Le Pen pour éviter une motion de censure. Le Rassemblement national se félicite de cette décision, mais il affirme que le compte n'y est pas et qu'il maintient sa menace de motion de censure. On va y revenir dans un instant dans nos débats. L'homme accusé d'avoir tué Antoine Aleno a été condamné à 7 ans de prison aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Paris. Les faits remontent au 8 mai 2022. Ce chauffard de 27 ans était ivre au volant lorsqu'il a percuté le scooter du fils du célèbre chef cuisinier Yannick Aleno. Une menace inquiétante de Vladimir Poutine. Le président russe a affirmé qu'il n'excluait pas de frapper la capitale ukrainienne, Kiev, avec son missile hypersonique de portée intermédiaire. Oreshnik, c'est le nom de ce missile. Le chef du Kremlin parle d'une arme terriblement destructrice. Enfin, 419e jour de détention pour les otages retenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. 2 de ces otages sont français, ils se nomment Ofer et Ouad. Nous pensons à ces otages ce soir, à leurs familles, et nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. 18h02 sur CNews et Europe 1. Nous accueillons Catherine Ney avec grand plaisir. Bonsoir Catherine. Pour débattre de cette actualité politique mouvementée. Louis de Ragnel, bonsoir à vous. Bonsoir Laurence. Rachel Kahn, nous sommes avec Amine El Khatmi, essayiste, Eugénie Bastier et Marc Toiti, économiste. On parlait évidemment aussi d'économie parce que tout c'est le budget. On parle du budget. C'est la clé de voûte de notre... Le budget, c'est la vie des gens. C'est la vie des gens, mais c'est la vie de l'État aussi. Tout à fait. Non, c'est ce qui va nous permettre d'avancer. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de budget qui est voté, clairement, on est d'accord, Marc. Pour récupérer les impôts, les dépenses. On va parler de tout ça dans un instant. J'aimerais juste que vous écoutiez le niveau de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Parce qu'on parle de choses extrêmement graves. On parle de la dette, on parle éventuellement des crises financières. Et pendant ce temps, on a l'impression que la croisière s'amuse à l'Assemblée nationale. Les noms d'oiseaux volent. Est-ce que tout ça est au niveau ? Je ne pense pas. Écoutez, Naïma Moutchou, vice-présidente de l'Assemblée nationale, Horizon, elle a tenté en vain de calmer les esprits cet après-midi. Non mais attendez, calmez-vous s'il vous plaît. Bon, écoutez, vous faites un rappel au règlement parce que moi, les interpellations à distance, c'est pas possible. Monsieur Bouix, comment ça vient faire, hein ? Merci Madame la Présidente. L'hémicycle est en train d'incarner le désordre, le brouhaha. Franchement, c'est pas au niveau. Essayons d'incarner le débat républicain sur ce sujet, quand même. Donnons-nous les moyens. Voilà pour les efforts de Naïma Moutchou que l'on salue. On a sur place Marie-Hélène Trémollet et Florent Thérault à l'Assemblée nationale. Bonsoir à tous les deux. Ambiance survoltée avec des noms d'oiseaux dans tous les sens. C'est bien cela, Marie-Hélène ? Oui, ici, les débats se poursuivent dans un climat très tendu, un climat éruptif. Depuis ce matin, dans l'hémicycle, on a pu voir des dizaines d'invectives personnelles, d'attaques, de rappels à l'ordre et d'interruptions de séance. Au moins 5 depuis ce matin pour essayer d'apaiser le chaos. Une tension qui rappelle un peu l'ambiance des débats lors de la réforme des retraites de 2022. Mais cette fois, c'est la gauche qui crie à l'obstruction et qui demande à la majorité de supprimer ces centaines d'amendements pour permettre d'aller au vote. De l'autre côté, les camps de la majorité dénoncent surtout la convergence des positions
tensions entre la gauche et le Rassemblement national. Reste que les députés du socle commun ont atteint leur but, gagner du temps, puisque dans ce chaos, les centaines d'amendements déposés ne pourront pas être examinés avant minuit, sauf surprise. Les élus sont toujours en ce moment même à l'examen de l'article 1er. Autrement dit, une fois de plus, l'abrogation de la réforme des retraites ne devrait pas avoir lieu ce soir. Merci Maï-Hélène Trémollet et Florent Ferraud. Catherine Ney, quand vous voyez ce qui se passe à l'Assemblée nationale, oui. Est-ce que le spectacle est habituel ou pas? Est-ce que c'est au niveau de la situation? Parce qu'on est dans une situation quand même grave aujourd'hui. Non, mais quelquefois, vous savez, les actualités vous ramènent à il y a 10 ou 15 ans et vous voyez ce qu'étaient les débats à l'époque. Et là, on est étonné que ça ait pu exister, que des gens aussi civilisés s'invectivent, certes, mais avec de la retenue, quelquefois en étant très mordant. Et là, on est étonné que ça ait pu exister. Et là, maintenant, mais c'est assez tragique parce qu'on ne sait pas où ça mène. C'est vrai qu'on est dans une situation inédite, dont on ne voit pas comment en sortir. Et ce qui se joue en ce moment, qui est le budget, et qui est très important, on voit bien que peut-être que le Premier ministre a renversé, c'est possible, mais si un autre... Ça ne changera rien. Et on ne voit pas ce qu'obtiendrait Mme Le Pen. Et je crois que Mme Le Pen, là, elle est prise un petit peu à un jeu qu'elle a créé. Enfin, je pense que le fait que la justice soit aussi dure avec elle fait que ses militants sont radicalisés. Et ils veulent une vengeance qu'ils n'ont pas eue parce que, on peut dire qu'au moment de la dissolution, elle a été maltraitée. Elle aurait dû avoir une victoire plus grande. Il y a eu un front républicain, enfin un front, oui, qui était quelquefois contre nature. C'est quand même... difficile d'entendre des gens de la majorité macroniste appelés à voter LFI. Peut-être ont-ils gagné quelques sièges, ça c'est possible. Mais vous voyez, c'est des choses qui mettent mal à l'aise. Mais on ne voit pas ce qu'elle peut en gagner. Parce qu'ils sont... Je crois que les électeurs de Marine Le Pen, il faut leur dire, si jamais la censure est... Même M. Barnier s'en ira peut-être, mais il n'y aura pas d'élection présidentielle dans 2 mois. Ça n'existera pas. Donc rien ne changera pour eux. Rien ne changera pour eux, mais au contraire, c'est vrai qu'en ce moment, les difficultés sont difficiles pour les gens, mais je crois que si on n'a pas de budget, si on traîne encore, vous voyez, en ce moment, la consommation décline, tout va mal, tous les clignotants commencent, je ne sais pas s'ils sont rouges, mais ils sont clignotants, en tout cas, et ça ira encore plus mal, vous voyez. Et donc, je crois qu'elle n'a pas intérêt, elle-même, évidemment, et même Emmanuel Macron, qui est déjà en train de dire, ah, mais peut-être que... il a déjà un plan B et tout ça. Mais je pense que comme c'est lui qui a créé le chaos, s'il était si content de continuer le chaos avec un autre, qu'il en aurait un autre, je pense que lui aussi, ça aboutirait peut-être à son départ. Donc là, en ce moment, on a l'impression que, si j'étais vulgaire, que tout le monde joue au con et qu'on ne sait pas qui va mettre... Voilà. L'heure est grave, hein, pour que quelqu'un ait dit ça. Non, mais l'heure est très grave. L'invective envahit tout, y compris... Voilà. Non, mais je crois que Catherine a raison. Et je pense qu'il y a un malentendu fondamental, c'est-à-dire d'avoir voulu demander du compromis à une assemblée qui a été élue sur un geste sectaire qui est celui du Front républicain. Le Front républicain, c'est de rejeter a priori un parti, de toute façon, peu importe les efforts qu'il fait, peu importe, de lui dire il est en dehors de la vie démocratique, en dehors de la République, et après on demande à ce même parti de faire des compromis, de faire des efforts, et on va faire Embrassez-vous Folleville, on va faire comme si on pouvait créer des compromis. Non, c'est complètement contradictoire. Et deuxième chose, je pense que effectivement il y a une violence à l'Assemblée nationale, mais elle n'est que le reflet de la violence dans la société. Si l'Assemblée est aussi polarisée, c'est que la société française est polarisée, c'est qu'il y a 3 forces politiques. C'est pas une invention des députés. C'est à l'image d'une société où il y a des intérêts catégoriels qui sont aujourd'hui très divisés et où il n'y a aucun compromis qui est possible entre les électeurs de la France insoumise d'un côté, ceux du Rassemblement national et de l'autre, et le bloc central au milieu. Et on aboutit à une situation de blocage. Alors, Michel Barnier a pourtant fait un geste aujourd'hui en direction du Rassemblement national qui lui avait demandé un geste sur la facture d'électricité. Il a annoncé qu'il n'augmenterait pas les taxes sur l'électricité au niveau qui était prévu. On va écouter ce qu'il a dit et je vous passe la parole ensuite. J'ai donc écouté tout le monde. Tout le monde, et en tenant compte aussi de leurs opinions, de leurs priorités, des vôtres d'abord. En tenant compte aussi du vote qui est intervenu hier au Sénat, j'ai décidé de ne pas augmenter les taxes sur l'électricité.
dans le projet de loi de finances 2025, il n'y aura donc pas d'augmentation de ces taxes sur l'électricité, ce qui permettra concrètement une baisse des prix de l'électricité le 1er février de 14%, au lieu des 9% qui étaient prévus initialement. Eh bien, ça ne suffit pas. Michel Barnier vient de dire qu'il renonce à un certain nombre de hausses de taxes. Eh bien, ça ne suffit pas, Marc Toiti. Le RN dit que ça ne suffira pas. Non, mais ce qui va dans le sens justement du non-augmentation des taxes, ça va dans le bon sens, que de toute façon, on a ce numéro 1 des taxes et des impôts en France. Donc, il ne faut surtout pas les augmenter. C'est une erreur d'augmenter les impôts et les taxes. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour les Français, bien entendu. Par contre, d'un point de vue économique, il faut être très honnête. Le déficit public va encore augmenter l'année prochaine. C'est-à-dire qu'il va, dans le meilleur des cas, être au même niveau que cette année, c'est-à-dire autour des 6 à 6,5% du PIB. Et donc, évidemment, je vous rappelle que la France, il ne faut pas l'oublier, c'est le seul pays de la zone euro qui a augmenté ses déficits publics ces 2 dernières années. Donc, même vis-à-vis de nos partenaires européens, on peut leur dire, écoutez, nous, on fait ce qu'on veut, vous réduisez les déficits. Donc, ça ne fonctionne pas. Et surtout, parce que là, on en parle pas suffisamment à mon sens. Aujourd'hui, la charge d'intérêt de la dette que nous payons chaque année est en train d'exploser. Et rendez-vous compte aujourd'hui, pour que l'État s'endette sur les marchés, donc il fait appel aux marchés financiers, aux investisseurs, il doit payer plus que l'État portugais, l'État espagnol et l'État grec. Vous vous souvenez, la Grèce, on se moquait de la Grèce, etc. Mais tous ces pays-là, ils ont fait des efforts. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les investisseurs estiment que la France est moins crédible que la quasi-totalité des pays de la zone euro pour réduire sa dette. Et pendant ce temps-là, on fait du trafic, entre guillemets, d'influence où on essaye de colmater les brèches pour essayer d'éviter la motion de censure. Mais qu'il y ait ou pas motion de censure, malheureusement, il faut dire la vérité aux Français. Les taux d'intérêt vont encore augmenter et c'est pas que pour l'État, le coût. C'est également pour tous les Français, puisque ça va casser l'investissement, les plus fragiles, la consommation, notamment. Et bien sûr les plus fragiles, bien entendu. Aminal Khatmi. Et les Français comprennent d'autant moins pardon pour être à mon tour un peu trivial, qu'on leur fasse les poches ou qu'on tape dans leur pouvoir d'achat, qu'ils voient que les réformes structurelles que l'État repousse d'année en année, pour ne pas dire de décennie en décennie, ne sont jamais faites. Les économies qui devraient être faites par l'État ne sont jamais faites. Les véritables actes de décentralisation ne sont pas faits. Rendez-vous compte que pour la même compétence, par exemple, je pourrais en citer des dizaines, sur la vie associative, vous avez un service qui s'occupe de la vie associative à la préfecture, vous en avez un à la mairie, vous en avez un à la communauté d'agglomération, vous en avez un au département et vous en avez un dans les conseils régionaux. Ça veut dire que vous avez à minima 5 niveaux d'intervention possibles qui interviennent sur la même compétence. Donc on pourrait à minima mutualiser, désigner un chef de file unique, on dirait c'est les mairies ou c'est les régions ou c'est les départements qui s'occupent de la vie associative et les autres vous vous occupez de logement, d'urbanisme, d'environnement, que sais-je. Et donc comme l'État rechigne à faire ces économies-là qui seraient pour le coup conséquentes, les Français ne comprennent pas, comme là ils leur disent, ce sera votre électricité, votre taxe essence, votre je ne sais quel impôt. Catherine, un dernier mot avant la pause. Ça signe aussi l'instabilité française, parce que vous voyez bien que si François Mitterrand avait été élu sur un quinquennat, il serait parti en 86. Bon, il a pu se rétablir grâce à la cohabitation. Mais on voit que, regardez, Nicolas Sarkozy a été battu et Hollande s'est fait élire sur en promettant de défaire tout ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy. François Hollande n'a pas pu se représenter. Et là, il y a eu un miracle, on peut dire, pour Emmanuel Macron, qui a pu être élu sans faire campagne, qui n'a pas demandé aux Français de lui donner une majorité comme faisaient tous les présidents de la République et qui a été exaucé. Et qui, depuis, ne sait pas quoi faire pour retrouver une majorité et dissout le soir d'une élection perdue. Donc là, les Français, je crois, sont déboussolés par une absence de cohérence de tous les politiques qui suivent, parce que comment faire ces réformes que vous appelez de vos voeux, mais il faut de la longueur. Vous voyez, les Allemands gardent leur chancelier 16 ans. Une volonté politique. Et une volonté politique. Pas de volonté ni de courage politique. Mais il faut des changements de cap permanents. Oui, voilà. Allez, petite pause, on continue ce débat qui est passionnant sur l'avenir politique de notre pays sur CNews et sur Europe 1.